Bonsoir et bienvenue dans les faits Carl Zéro. Ce soir, nous allons rouvrir de manière exceptionnelle le dossier Dany le Prince. Les années ont passé, mais malgré une brève parenthèse de liberté surveillée, Dany est aujourd'hui toujours en prison. La justice n'ayant voulu lui accorder un nouveau procès. Et cela malgré les nombreux éléments troubles soulevés par la défense. C'est bien connu, la justice française n'aime pas se remettre en question. Ce soir, vous allez également découvrir la nouvelle femme de Dany. En effet, il s'est marié en prison. Ça, c'est pour le chapitre « Petit plaisir de la vie ». En attendant, c'est toujours seul qu'il dort en cellule. Il s'est passé quelque chose chez Christian Le Prince, il y a plein de sang sur le bas de la porte. Et là, on découvre l'horreur, une horreur inimaginable. On nous a tous détruits, on est une famille éprouvée, c'est incroyable. Sans beaucoup de ménagement, toute la famille a été embarquée. Elle dit donc qu'elle a vu son mari frapper Christian Le Prince entre les deux maisons. Est-ce qu'il a avoué? Il y a des éléments dans le dossier, il y a effectivement des aveux. Pour moi, c'est une affaire qui est une énigme. Je me demande si je n'ai pas tué. Et je m'en veux d'avoir mis en cause mon mari. La vérité, nous l'aurons. Aussi pour eux. De l'affaire Le Prince à Torigny, tout ce qui reste, c'est ça. La carrosserie Le Prince, ils ont gardé le nom. Parce que le propriétaire, lui, il n'est plus là. C'était Christian Le Prince. Il est mort dans la nuit du 4 septembre 1994, ainsi que Brigitte Le Prince, son épouse et leurs deux petites filles. Christian Le Prince, donc, avait cette top carrosserie. C'est pas qu'il roulait sur l'or, mais enfin, il était aisé, disons. Alors que son frère Dany, lui, il n'avait pas un flèche. Ici, c'est un peu Twin Peaks, au pays de François Fillon, dans le 72. Vous allez voir, tous les gens qu'on a rencontrés dans cette enquête sont pas très causants. On les dirait directement sortis des nouvelles de Guy de Maupassant. Ça pourrait être rigolo, le problème c'est qu'il y a un mec qui est en train de pourrir en prison. Et c'est peut-être pas lui. Le lundi 5 septembre 1994, à 8h30, Brigitte Le Prince n'est pas à son travail à la poste. Ne voyant pas non plus arriver leur patron à la carrosserie, les employés de Christian s'inquiètent, ainsi que la nourrice de Solène, leur petite fille. On ne lui a toujours pas amené Solène. Elle décide de se rendre à leur domicile. C'est elle qui va prévenir les pompiers. Il faut que vous venez bien vite, les pompiers, parce qu'il s'est passé quelque chose chez Christian Le Prince, il y a plein de sang sur le bas de la porte. Et là, on découvre l'horreur, une horreur inimaginable. Les pompiers ont mis beaucoup de temps à se remettre de ce qu'ils ont découvert ce jour-là. Christian Le Prince l'a allongé dans le couloir avec son petit chien sur lui qui grelottait, là. Méconnaissable, hein, parce que sur le coup, il faut vraiment se pencher et puis voir la corpulence pour dire bah, ça doit être Christian Le Prince, parce que impossible le visage est tellement... Bref, c'est gore. Les victimes baignent dans leur sang. On se demande qui pouvait en vouloir à ce point à Christian et à Brigitte pour s'acharner ainsi sur eux, pour les massacrer avec leurs enfants. Seule la plus petite, la plus jeune de leurs trois fillettes est retrouvée saine et sauve. Pourquoi la petite Solène a-t-elle été épargnée? C'est un mystère. Très vite, la presse comprend qu'elle va couvrir un bon fait divers. D'entrée, on a su qu'il y avait 4 morts, que c'était un massacre épouvantable. D'entrée, les médias nationaux sont arrivés. Nous, les quotidiens locaux, on s'est évidemment précipités sur place. Juste à côté de la maison de Christian et Brigitte vit Dany Le Prince, le frère aîné. Avec sa femme Martine, il a 3 filles, comme Christian. Ils ont fait construire la même maison, sur le même terrain, donné par les parents. Le clan Le Prince est très soudé, les petites sont inséparables. Ils jouaient ensemble et tout comme des sœurs. Ah, presque dans la même cour, que voulez-vous? Ah oui. Ah bah oui, ils jouaient ensemble et tout. Oh. Les parents des 2 frères, Robert et René Le Prince, ont leur ferme, sur la même route à la sortie du bourg, dans cette grande bâtisse. C'est Dany qui a repris l'exploitation des terres, mais c'est Martine, sa femme, qui tient les rênes. Elle porte la culotte. Ils ont également un petit élevage de porcs. Ça marche bien au pays des Rillettes. Enfin, bien. C'est vrai que c'était des bosseurs, que ce soit Dany, que ce soit ses parents, ils ont travaillé. Tout ce qu'ils ont eu, ils l'ont gagné honnêtement. Les 2 fils aînés sont très bien insérés dans la population de Torigny. Christian a une très belle entreprise qui marche très bien. Ce sont des familles honorablement connues.
des familles où le mot d'ordre et le courage, la volonté, un peu l'austérité. C'était pas des rigolos, c'était des gens qui bossaient très très fort. Oui, ça bosse dur à la ferme, mais il n'y a pas assez de pognon qui rentre. Alors, pour joindre les deux bouts, la nuit, Dany emballe des steaks hachés à la Socopa, une grande boucherie industrielle de la région. C'était quelqu'un qui dormait très peu, mais qui ne pensait qu'au travail. Et puis, dans un premier temps, il a vraiment travaillé pour avoir une ferme. Et donc, quand il a eu sa ferme, alors là, après, c'était vraiment le travail. En ce début d'automne, pas de repos dominical pour Dany et pour sa femme, qui vont travailler au champ, tous les jours. Il faut payer les dettes. La situation était critique. Et lors de l'enquête, lors des témoignages, on a appris que certains créanciers avaient laissé entendre qu'il faudrait que, sous peine de résolution de leurs problèmes, il faudrait envisager de vendre leur maison. Pendant ce temps-là, chez Christian, on tond la pelouse. Après tout, les revenus de la carrosserie sont florissants, et ça se voit. Il avait de l'or au bout des doigts avec sa carrosserie. C'est vrai que c'était plus florissant chez Christian que chez Dany. Sa maison a évolué, il a fait des étages, il a refait un L, la petite triomphe pour Brigitte, les vacances en Ardèche et tout ça. Ce dimanche soir, Christian et sa petite famille rentrent tôt du dîner chez leurs beaux-parents. À 20h50, Brigitte téléphone à son père pour lui dire qu'ils ont oublié le cajot de légumes pour la semaine. Ce qui permettra plus tard aux enquêteurs d'établir l'heure du crime après ce coup de fil. En face, Dany n'est pas encore rentré. Il donne un coup de main à Jean-Luc Malherbe, son voisin, pour transporter une gazinière. On est rentré le soir, 6h30, 7h moins le quart. On rentre le tracteur comme d'habitude. J'ai dit, faudrait qu'on rentre la cuisinière parce que l'hiver est arrivé. J'ai dit, on a froid, nous, parce qu'on avait acheté une cuisinière à terre en bas. J'ai dit, il faudrait qu'on la monte. On m'a dit, bah, tiens, hop, il y avait la bennette. Il recule le tracteur à la bennette. On cherche ça et on la monte à la maison. Et la nuit tombe sur la campagne sartoise. Les enfants vont bientôt se coucher. Demain, il faut reprendre le boulot. Voilà, là on y est, on est sur les lieux du drame, comme ils aiment dire dans les émissions de faits divers. Donc, vous avez deux maisons. Vous avez celle avec le tas de bois et puis vous avez celle qui est en face. Vous voyez que c'est sur le même terrain, hein, vraiment, ils vivent à 10 mètres l'un de l'autre. La maison avec le tas de bois et le petit arbre devant, là, celle qui est un peu plus blanche, ça, c'est la maison de Christian et de Brigitte et de leurs enfants. Ils vont mourir. Et de l'autre côté, il y a la maison de Dany avec Martine et eux aussi, leurs 3 enfants. On n'a jamais vraiment su ce qui s'était passé ce soir-là chez les Leprince. Et aujourd'hui, sur place, pour en parler, il ne reste que le vieux, Robert Leprince. On se demande comment il tient encore le coup. Il a perdu 2 de ses fils, un à jamais, l'autre à perpète. Sa belle-fille et ses petites-filles ont été massacrées. Sa femme, son pilier, René, s'est suicidé en juin 2007, épuisé de ne pouvoir démontrer l'innocence de Dany. On nous a tous détruits, on est une famille éprouvée, c'est incroyable. Et quoi, il a fallu qu'on se batte et qu'on ait le courage de dire il faut qu'on le sauve. Parce que c'est pas normal de passer sa vie en prison à la place de quelqu'un d'autre. René s'est donc suicidé. Aujourd'hui, c'est Robert qui clame l'innocence de son fils. Et même s'il en a marre de la télévision, il veut bien, encore une fois, nous raconter l'histoire. Enfin, ce qu'il en a vu. J'ai descendu à travers le champ à pied. Quand j'arrivais, je savais plus quoi, je savais pourquoi. Ouais. Et j'ai voulu persister pour rentrer dans la maison à mon fils. Les gendarmes et puis les pompiers m'ont dit non, restez en chemin. En tant que pompier, on a vu des accidents, on a vu quelques trucs qui ne sont pas toujours jolis à voir, mais là, c'est quelque chose qui est indescriptible. C'est du sang partout, des gens complètement atrophiés, les membres tiennent encore, mais tout juste, quoi. Il est un peu plus de 9h du matin lorsque la nouvelle se répand dans Thorigné. Toute la famille de Christian Leprince a été décimée. À 50 mètres de là, Martine et sa fille Célia vont nourrir les bêtes. Quand elles arrivent sur les lieux, elles ne semblent au courant de rien. Martine veut entrer dans la maison, mais les pompiers l'en empêchent.
Elle arrive et la première chose qu'elle demande, c'est où est Solène. Il faut récupérer Solène parce que Nelly Hatton, qui est arrivée entre-temps, la nourrice de Solène, est aussi sur place et ce sera son souvenir à Nelly Hatton. Elle se souvient d'une Martine lui disant « Il faut récupérer Solène, il faut qu'on aille chercher Solène ». Pourquoi Martine veut-elle chercher Solène? Martine sait-elle quelque chose? C'est le médecin du village dépêché sur place qui entend des pleurs et retrouve dans sa chambre, debout derrière la porte, la petite fillette. A-t-elle été témoin de quelque chose? Les gendarmes bouclent rapidement tout le périmètre. Seule la famille peut se rendre sur les lieux. Les parents Le Prince sont effondrés. Danny, lui, a été prévenu par sa femme, Martine, à l'usine. Quand il arrive devant la maison, il s'écroule dans les bras de son plus jeune frère, Alain Le Prince. Il était abasourdi, ça c'est clair et net. Martine donnait l'impression, et je sais pas, je la vois toujours, d'être, disons, tout à fait distante de cette affaire. Mes parents vont venir chercher les filles, je sais pas, moi j'aurais été tout à fait, je sais pas, j'aurais été sans voix dans un tel cas, mais elle ne pleurait pas, elle était bien. La vie continue. Ce matin-là, Martine a du linge sale à laver. Elle va faire plusieurs lessives dans la même journée. Les reporters, dépêchés sur place, trouvent ça bizarre. Il faut dire qu'ils n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. La France a découvert le massacre de Torigné sur Dué, au fin fond de la Sarthe. Alors il faut pisser de la copie. Les enquêteurs n'ont pas grand-chose non plus. Devant l'entrée de la maison, Christian Le Prince a le crâne fracassé. On retrouve des cheveux partout, dont ceux de Sandra, sa fille, allongée dans le couloir, sous le corps de Christian. Elle présente de multiples plaies cervicales et une fracture vertébrale. Sa deuxième fillette, Audrey, a été mortellement frappée contre la machine à laver dans la salle de bain avant d'être déplacée jusque dans la chambre des parents. Même acharnement sur Brigitte, qui s'est défendue avec un tisonnier dans le salon avant d'être achevée dans la cuisine. Alors là, sa femme, complètement ouverte d'un bout à l'autre, quoi, avec un outil tranchant, quoi. Les plaies larges, profondes, retrouvées sur les corps montrent que les meurtres ont été commis avec un objet tranchant et contondant. Le ou les meurtriers se sont littéralement acharnés sur leurs victimes qui n'avaient que leurs mains pour se défendre. Alors tout le monde se met à flipper au village. C'était de la peur qu'il y avait, la peur. Les gens se barricadaient chez eux. Moi, j'ai entendu certaines personnes dire quand on prend notre voiture, on a un bâton dans la voiture. Pour beaucoup de personnes, le tueur était encore dans la campagne. Comme les éléments sont minces, la pression est énorme pour les enquêteurs. Pas de quoi rassurer les Sartois. Seule quasi-certitude, ils sont tous morts entre 21h et 23h. C'est mince. Pour le reste, nada. Après 2 jours d'investigation, rien. L'enquête est aussi vide que la place de l'église de Torigné. Pourtant, les gendarmes ont fait appel à l'armée qui a ratissé les bois, les champs, qui a cherché des indices partout. On a écouté à peu près toute âme qui vit ici à Torigné. Rien. Il y a une seule certitude, c'est pas un crime de rôdeurs ou de gitans, parce qu'il y a toujours des mecs pour dire c'est les gitans. Eh ben non. La maison de Christian n'a pas été fouillée ni cambriolée par le ou les assassins. En revanche, une reconnaissance de dette datée de 1986 concernant un prêt de 10 000 francs octroyé par Christian à Danny est retrouvée en évidence sur un meuble. Et si c'était une affaire familiale? Entendue par les gendarmes, Martine déclare avoir dîné avec ses filles, puis avoir regardé Le Choix du cœur, une série sur M6. Danny est rentré vers 21h20, dit-il, sans préciser qu'il a passé une partie de la soirée chez les Malherbes pour la gazinière. Il est allé se coucher après avoir dîné et s'est endormi devant sa télé, à 21h54 exactement. Il a regardé un film avec Charles Bronson sur une autre chaîne. Mais Jean-Luc Malherbe est formel, lorsque Danny est parti de chez lui, il était au moins 22h. Bon, il est parti avec les veilleuses, donc c'était au mois de septembre. Au mois de septembre, bon, je pense que 22h, je pense que c'est pas mal. Dans le voisinage, personne n'a rien observé de suspect ce soir-là. Bon, vers minuit, un automobiliste a bien vu de la lumière chez Christian, mais c'est tout. Et puis, au 3e jour après le drame, le mercredi, l'enquête s'accélère. Martine entend parler d'une feuille de boucher aux informations régionales. Ce pourrait être, dit-on, l'arme du crime. Alors, elle cherche la sienne et elle ne la retrouve plus. Paniquée, elle appelle les gendarmes. Et d'un coup, elle se souvient, ah mais elle est peut-être chez les beaux-parents. Donc elle appelle ses beaux-parents, elle tombe sur Alain et elle dit, je vais aller la chercher, elle est là-bas. Et là, les gendarmes, il y a 2 gendarmes à ce moment-là dans la maison avec Danny
et Martine, les gendarmes disent non, vous n'allez pas y aller, il ne faut pas mettre la puce à l'oreille des journalistes, il y a des cohortes de journalistes dehors. Et donc c'est l'ami intime de la famille qui est en train de prendre l'apéro ce jour-là avec Dany et sa femme dans la cuisine, qui est dépêché par les gendarmes pour aller chercher la feuille de boucher. J'ai été chercher la feuille. Mais pourquoi ils vous ont demandé ça, les gendarmes? Parce que j'étais là, puis j'y étais. Ils pouvaient pas y aller eux-mêmes? Je sais pas. Je sais pas. C'est une drôle de manière de faire l'enquête pour des gendarmes, quoi. Je sais pas, puis moi j'ai... Non, parce qu'il peut y avoir des empreintes, par exemple. Puis moi j'ai été directement. Puis vous l'avez pris comme ça et vous l'avez ramené? J'ai pris, puis je l'ai ramené. Et elle était rangée où? Chez les parents? Je suis pas rentré dans la maison. Ah, vous l'avez demandé à Madame le Prince. Ah oui. Ouais. Moi j'attendais dehors, j'étais pour la maison. Et quand vous lui avez demandé, elle n'a pas dit pourquoi Je me souviens plus de trop, mais... Je me souviens plus de trop, non. Non, c'est un détail curieux, quoi. Oui, mais moi, on me demande d'aller chercher. Quand la police vous demande quelque chose... Oui, vous obéissez. J'ai été, moi. Oui, forcément. Au passage, on ne saura jamais comment l'outil de boucherie de Martine avait atterri chez la belle-mère. Peu importe, ça regonfle les gendarmes. Persuadés d'avoir mis la main sur l'arme du crime, ils pensent qu'elle va les conduire tout naturellement au coupable. Du coup, ils embarquent toute la famille. Dany dira, c'était comme une rafle. C'est-à-dire que sans beaucoup de ménagement, toute la famille a été embarquée. Le grand-père, la grand-mère, Dany, Martine, Célia, Alain, le jeune frère, tout le monde a été embarqué plutôt brutalement. Affreux. Affreux. Ils nous ont pris pour des bêtes. On nous a embarqués chacun sa voiture comme des bêtes dans un abattoir. Voilà. Et voilà qu'en garde à vue, Martine Le Prince revient sur ce qu'elle avait dit la première fois aux gendarmes. Oui, dans la soirée des meurtres, elle a vu Dany frapper son frère Christian et n'a rien pu faire pour l'en empêcher. Elle accuse Dany pour l'ensemble des meurtres? Oui. Ou elle va parler que du frère? Oui, non. Elle dit ce qu'elle a vu. Elle dit donc qu'elle a vu son mari frapper Christian Le Prince au niveau de cette boîte aux lettres qui se trouve, si vous voulez, à mi-chemin entre les deux maisons. Donc ça, elle le dit très clairement. Elle explique qu'elle est passée, qu'elle a eu l'impression que son mari ne la voyait même pas, qu'elle a dit « arrête, arrête » en criant très fortement, qu'à ce moment-là, elle est rentrée dans la maison, parce qu'évidemment, elle veut chercher du secours. Enfin, c'est logique. Et dans là, la maison de Christian? Bien entendu. Ouais. Ah oui, c'est logique. Oui. Il n'y a pas d'autre solution. Et à ce moment-là, elle ne sait pas évidemment ce qui s'est passé. Et là, elle trouve les corps de sa belle-sœur et de ses deux nièces. Martine parle. Terrorisée, elle est repartie chez elle en courant et en faisant le tour derrière la maison. Pour donner l'alerte, pour s'enfuir avec ses filles? Non. Elle décide de rentrer se coucher auprès de son mari. Pourquoi, pendant 5 jours, Martine n'a-t-elle rien dit aux gendarmes? Pour Renée, la grand-mère, c'est totalement incohérent. Moi, j'ai fait la réflexion aux gendarmes et je dis, mais même si ça avait été notre fille, si ça avait été son mari qui était l'auteur des faits, pourquoi que quand il était parti à la Socopa, qu'elle n'a pas appelé du secours? On ne laisse pas 4 victimes toute une nuit sans demander secours. Oh, on m'a dit, elle était traumatisée. Peut-être. Elle n'avait pas peur pour ses filles, alors. Elle accuse son mari, elle dit que c'est lui, et tout le monde reste dans la maison. Apparemment, elle dit, j'ai retourné me coucher à côté de Dany. Oh non, mais là, c'est gros. Ah non, là, je regrette, mais... La fille aînée de Martine et Dany, Célia, est sur la même ligne que sa mère. Après 5 jours de silence, elle reconnaît avoir vu son père frapper Christian avec un objet brillant à l'angle des 2 maisons. Et après ça, elle est partie se coucher, elle aussi. Donc si on résume, on a quoi? On peut s'appuyer sur quoi? On a une reconnaissance de dette qui est fort bien placée dans la pièce. On a une feuille de boucher. Elle tombe littéralement du ciel. On a 2 témoins qui vont accuser, mais lors de la 2e audition. Au début, ils se souvenaient de rien, et puis là, tout d'un coup, ils se souviennent de trucs. Et puis, on a un gars qui va avouer, c'est Dany. Le problème, c'est qu'il va avouer un meurtre, alors qu'il y en a eu 4. Ils sont donc 2 frères. L'un gagne du fric, l'autre s'endette. C'est la thèse du crime d'argent et de jalousie. Les gendarmes ont un mobile et un coupable. Reste à obtenir des aveux. Ils vont les avoir à la 46e heure de garde à vue de Dany Le Prince. Il dit qu'il s'est engueulé avec son frère. Les mots sont dans le PV. Tout ça pour une histoire d'argent. Et puis, il dit Christian s'est dirigé vers la porte
puis il s'est dirigé vers notre boîte aux lettres. J'avais dans le dos la feuille que vous avez retrouvée et je l'ai frappé plusieurs fois avec cet outil. Il s'est mis à hurler. C'est à cet instant que Martine est arrivée. À l'approche de ma femme, elle m'a demandé d'arrêter et je ne sais pour quelle raison, j'ai continué. Point. 15 lignes d'aveu, en tout et pour tout, consignées sur le 18e et dernier feuillet du procès verbal numéro 871 de celui qui vient de devenir pour la presse Daniel Boucher. Est-ce qu'il a avoué? Il y a des éléments dans le dossier, il y a effectivement des aveux, mais il y a aussi un certain nombre d'autres éléments qui permettent de conforter les déclarations qu'il a faites. Le procureur n'est pas bavard, c'est peut-être la région. Il ne livre pas beaucoup de détails à la presse. Dany n'a pas donné beaucoup d'explications non plus, faut dire. En réalité, les enquêteurs n'ont pas profité des 2 heures légales qu'il leur restait de garde à vue pour lui faire avouer les 3 autres meurtres avant de le présenter devant la juge d'instruction. Mais ça sera suffisant pour écrire l'histoire de Dany. Le seul scénario possible, enfin, intellectuellement et scientifiquement finalement, c'est que la maman est tuée d'abord, les 2 enfants ensuite, et que Christian Le Prince n'était pas présent à ce moment-là, pour une raison que je n'ai pas réussi à déterminer, que j'ai cherché, mais bon, je ne sais pas, et que l'auteur des faits le guettait dans l'escalier avec l'arme à la main. Et que le voyant arriver, évidemment, il se précipite sur lui. Christian Le Prince, évidemment, prend la fuite en voulant aller chercher du secours chez son frère, parce qu'il n'a certainement pas reconnu quiconque dans cette fuite-là, et qu'il est rattrapé à l'endroit précis de la boîte aux lettres qui est entre les 2 propriétés. D'accord. Et si c'est Dany qui a fait le coup, alors pourquoi Christian va chercher de l'aide chez son frère, son propre meurtrier? Il est où? Et il fait quoi, Christian, pendant que sa femme et ses filles se font massacrer? Ça, même la juge ne se l'explique pas. Il n'empêche, en moins de 2 semaines, l'enquête est bouclée. Mais le soir de la reconstitution, en présence de Martine et de Célia, Dany refuse d'aller plus loin et revient sur ses aveux. Il dit à la juge qu'il n'y est pour rien, que ça n'est pas lui. Pourtant, 3 ans plus tard, devant la cour d'assises du Mans, Dany Le Prince sera seul à la barre, accusé de 4 assassinats. Pour moi, c'est une affaire qui est une énigme. Parce que, alors on parle de la preuve scientifique. J'ai une preuve scientifique de la présence de quelqu'un qui est étranger à la famille. Donc il y a quelqu'un qui s'est manifesté, qui était sur les lieux, puisqu'on retrouve son ADN dans du sang. Quelqu'un qui s'est probablement blessé lui-même. Bon, et c'est pas le prince. Ça n'est pas le prince. Puisque déjà à l'époque, il y a 10 ans, l'ADN était la reine des preuves. Celle-là, elle a été balayée par la cour d'assises, cette preuve-là. Les témoignages sont flous. On n'est même pas sûr que la feuille de Boucher retrouvée chez les parents Le Prince soit celle du crime. Et puis, que dire de la trace d'ADN inconnue qu'on retrouve mêlée au sang des victimes et des empreintes de chaussures Doc Martens? Deuxième chose, il y avait aussi des traces de pas. Des traces de pas d'une semelle de chaussures qui ont été identifiées, qui sont des Doc Martens. On n'a jamais retrouvé une trace quelconque qui puisse permettre de relier ces Doc Martens à un personnage quelconque, et certainement pas le prince. Bon, puis il y avait un 3e élément, c'est qu'on a sorti un peu comme d'une boîte un témoin qui en l'espèce était la petite nièce de Dany Le Prince, qui voyait très mal de toute façon, une petite dont on a dit que cachée quelque part, elle avait pu voir toute la scène et qu'elle avait donc pu en quelque sorte, malgré ses difficultés de langage, l'accuser. Or, lorsque cette carte a été jouée par l'accusation, il a été encore temps que je me défende, j'ai fourni un plan de la maison, il n'y avait aucun recoin dans lequel cette petite aurait pu se cacher. Malgré la plaidoirie remarquable de Pelletier, à aucun moment le tribunal ne va s'attarder sur les incohérences du dossier relevé par la défense. Selon le réquisitoire, tout indique que le seul coupable est Dany Le Prince, puisque sa femme l'accuse. Et si l'ex-madame Le Prince sait quelque chose qu'elle ne dira jamais, de ce que j'ai vu d'elle, ça ne m'étonne pas. Je suis persuadé, mais c'est ma conviction, qu'elle sait exactement ce qui s'est passé. Voilà. Alors, pourquoi accuse-t-elle son mari de cette façon? Qui cache-t-elle éventuellement? Pourquoi pas elle-même? Enfin, encore que ce ne soit pas son ADN qui ait été retrouvé. Ça, je ne le saurai jamais. C'est le mystère de l'affaire.
Les derniers jours du procès, tout Torigné s'est déplacé au palais de justice du Mans. Le verdict tombe. Reconnu coupable de 4 meurtres, Dany Leprince prend perpétuité avec 22 ans de sûreté, alors qu'il n'en a avoué qu'un seul de meurtre, avant de se rétracter totalement. Moi j'appelle ça du travail bâclé, parce que s'arrêter sur 2 lignes à la fin de la garde à vue, c'est pas normal. Il y a plein de choses qui collent pas là-dedans. Quand j'étais au tribunal, apparemment j'étais le témoin et tout ça, numéro 1 et tout ça, parce que j'étais avec lui le soir et tout, on n'a servi à rien. Parce que ce qu'on a parlé au tribunal, ça n'a même pas été entendu. C'était juste, ouais, vous êtes là, bon, bah, tant mieux, c'est bien. Moi, je me souviens d'un couple d'habitants de Torigné qui pleuraient sur les marches du palais de justice en s'en allant. Je les suivais et lui m'a dit c'est quand même terrible, on ne saura jamais qui a tué Brigitte. Les années ont passé, mais les gens se posent toujours des questions. Même s'ils ne sont pas très causants, loin de là, à Torigné-sur-Dué, ils ont l'impression qu'on leur cache la vérité. Du fond de sa cellule numéro 439, à la centrale de Poissy, Dany Leprince, lui, a décidé de vivre tout nu pour clamer son innocence. Quant à ses parents, ils ont fait appel à des privés pour mener une contre-enquête. 3 ans après, c'est ici, au palais de justice du Mans, que l'affaire va être pliée, vite fait, bien fait. Notre Dany Leprince, il se retrouve avec perpète, 22 ans incompressible, alors que il n'a avoué qu'un meurtre, il s'est rétracté, et ben il est condamné pour 4 meurtres. C'est un verdict qui va satisfaire finalement à peu près personne, sauf peut-être Martine, son épouse, et l'avocat général qui était également le procureur au moment de l'enquête. Et c'est là qu'intervient Roland Agrey et son association Action Justice qui va mener une contre-enquête. À Torigné, Roland Agrey jure que l'affaire Leprince sera son dernier dossier. Trop pourri, des heures à fouiner, à remuer le bordel pour faire bouger la justice, qui a finalement rouvert le dossier en mars 2006 grâce aux nouveaux éléments que Roland a mis en lumière. Cet homme a passé 7 ans de sa vie en cabane pour un crime qu'il n'avait pas commis. Petite frappe de 30 ans, Roland Agrey vient de purger 8 mois en cellule pour falsification de chèques lorsqu'en 70, on l'accuse à tort d'un double meurtre. Retour direct à la case-prison pour 7 années. Libéré en 77 puis gracié par Valéry Giscard d'Estaing, il sera lavé de tout soupçon. Depuis, c'est l'histoire de sa vie. Il se bat pour faire sortir les innocents de prison. Dany Leprince, c'est pas une mince affaire. 4 morts, à l'arme blanche, dont 2 fillettes. Mais le justicier de Torigné est sûr de son coup. La vérité, nous l'aurons. Aussi pour eux. Parce que quand même, dans cette affaire, je compte 4 massacrés. La tante d'à côté, André Papillon, c'est le papa de la pauvre Brigitte qui est mort de chagrin. On en est à 5. René Leprince, le 15 juin 2007, il y a 2 mois, elle s'est suicidée à bout et au bout de cette terrible affaire. Plus Dany Leprince, l'homme nu à perpète, et je l'affirme non coupable. Alors maintenant, les aveux, évidemment, ils sont totalement bidonnés, ils sont extorqués, de toute évidence. La garde à vue de Dany Leprince s'est-elle transformée en une machine à fabriquer de faux aveux? Robert, lui, s'en souvient des baffes dans la tronche. On s'en rappelle de la garde à vue. Oui. Ils sont venus me gifler parce que je voulais pas dire que c'était Dany. J'ai dit, vous allez pouvoir me gifler si vous voulez. Je ne dirai pas que c'est Dany, je ne l'ai pas vu. Je suis par René et Robert. René, ils lui ont trempé les mains dans le produit rouge pour dire c'est du sang de vos enfants. Ah ouais, ça a été fait en garde à vue. Alors, pour faire avouer un coupable, ils y sont peut-être allés un peu fort, les gendarmes. Dany s'en est plaint auprès de son avocat. Ta femme, ta fille t'accuse, tu y es, tu es fait, enfin bon, tout ça, il m'a tout raconté. Puis, on l'a bougé, hein. On l'a bougé. Mais la justice s'est accrochée aux aveux sommaires de Dany, obtenus dans des conditions peut-être pas très catholiques, comme elle s'est accrochée aux accusations de Martine et Célia. Voilà ce que Martine a dit aux gendarmes. Dany rentre des champs, il est 21h30. Il s'assoit en bout de table dans la salle à manger, il consomme rapidement son repas. Et là, il se lève et elle prend l'assiette pour aller porter des reliefs de repas aux chiens, qui est dans le garage situé juste à côté. Et là, elle dit, les chiens ne jappez pas. Et j'entends Christian hurler. Et elle dit, je vois Dany frapper son frère
qui est tombé là. Christian est tombé là, complètement massacré. Et elle dit, je pars en courant pour vite prévenir ma belle-sœur qui se trouve dans la maison là-bas. Elle dit, je passe devant, je crie arrête, arrête, il n'entend rien. Je cours prévenir ma belle-sœur, j'arrive à la porte de la maison, j'ouvre et ils sont déjà tous morts. Célia, la fille aînée, dit exactement comme sa mère, enfin à quelques détails près, parce que ce qu'elle entend ne correspond pas à la version de Martine. J'ai sorti les chiens et en sortant, j'ai entendu des cris et des bruits de bottes dans la maison d'à côté et j'ai vu mon père frapper Christian. Là, il se pose plusieurs questions. Elles n'ont pas vu la même chose, toutes les deux. Parce que Martine dit, je suis allée donner à manger aux chiens dans le garage. Célia dit, j'ai sorti les chiens qui se sont mis à aboyer. Martine n'a jamais parlé d'aboiement. Martine dit, je rentre dans la maison et je découvre les cadavres. Alors que Célia, en sortant au même moment, parce que tout ça c'est dans le même timing, a entendu des cris et des bruits de bottes chez Christian et Brigitte. Donc là, il y a une vraie incohérence. On ne sait pas laquelle des deux ne dit pas ce qu'elle a vu ou dit ce qu'elle n'a pas vu, mais en tout cas, il y a dichotomie entre leurs deux propos. Pourquoi l'épouse et la fille de Dany ne racontent-elles pas la même histoire? Les cris et les bruits que Célia entend chez Christian pendant qu'il se fait massacrer, lui, à l'extérieur, supposent qu'un complice agit dans la maison. En revanche, Célia n'a pas entendu sa mère crier « Arrête, arrête, Dany !» En revanche, la voisine, Claudette Froger, l'a bien entendu, ce cri. Pourquoi n'a-t-elle rien dit lors de sa première déclaration aux gendarmes? Aujourd'hui, elle ne répond plus aux journalistes. C'est son mari qui s'y colle. Ah, vous n'êtes pas M. Froger? Bah si, mais je suis pas bien leur projet. D'accord. Ce qui est étrange, c'est qu'elle a entendu arrête, arrête, mais elle n'a pas entendu Christian hurler. Ah non, on n'a rien entendu de tout ça. On a juste entendu arrête, arrête 2 fois, c'est tout. Claudette Froger a retrouvé la mémoire plus d'1 an et demi après les faits en lisant un article dans Paris Match sur l'affaire. Enfin, que penser du témoignage de la petite Solène? Interrogé, le bébé de 2 ans aurait tout vu et tout entendu et son témoignage accable Dany. Et comment on peut auditionner une enfant si petite? Alors comment on fait? On s'installe avec elle comme avec un enfant et puis on attend de voir ce que dit l'enfant. Et puis à un moment donné, quand elle a vu la photo de son oncle Dany le Prince, donc, elle est partie dans une grande colère qui se ressentait physiquement. Enfin, elle était toute petite, hein. Moi je l'avais installée sur mes genoux. Elle était devant la table comme ça, puis quand elle a vu la photo de son oncle, elle a tapé dessus comme ça, en disant pas beau tonton, bobo yéyé, bobo yaya. Et elle était hors d'elle, quoi. Elle était. Yéyé et Yaya, c'était ses sœurs. Ses 2 sœurs, ouais. Sandra et Audrey. La sœur de Brigitte Le Prince, qui a la garde de Solène depuis le procès, certifie qu'elle ne s'est jamais souvenue de rien. Alors ses cousins, son grand-père, ont voulu, à leur tour, lui montrer des photos eux aussi. Et que voulez-vous, à cet âge-là, elle avait 2 ans, bon, ben, elle s'appelle de rien, et puis voilà, on a parlé à sa place, quoi. Parce que elle s'appelle de rien, ça je le sais. Nous, on l'a quand même eu plusieurs fois avec nous et elle n'est pas perturbée, elle n'a rien qui peut l'ennuyer. Hein. Mais hormis le fait qu'elle voudrait bien savoir la vérité. Toujours est-il que c'est aussi sur la foi de ce Bobo Yéyé et Bobo Yaya que Dany va prendre perpète. L'accusation s'appuie également sur la fameuse reconnaissance de dette. S'agit-il d'une preuve qui accuse Dany? Ou s'agit-il d'un élément, d'un scénario, pour faire de Dany le coupable idéal? On prête à Dany le Prince en quelque sorte une imagination et une technique quasi miraculeuse, c'est-à-dire que c'est un homme qui réussit à effacer toutes ses empreintes, mais en revanche il oublie, bien en évidence, une reconnaissance de dette, ça ne tient pas. Si c'est un scénario qui a été monté, il est grandiose, car on a aussi retrouvé des cheveux coupés dans les mains d'une des petites. À qui appartiennent-ils? C'est quand même très curieux. Parce que quand on se bat, c'est qu'il y a eu, on peut imaginer au départ, si on trouve des cheveux dans la main de cette gamine, qu'elle a tiré pour se dégager de son assassin, ou en tout cas qu'elle s'est battue. Or, il n'y a pas de bulbe, ce sont des cheveux coupés. Certainement que l'assassin, en mettant cette touffe de cheveux dans la main de la petite fille, pensait qu'on allait pouvoir identifier l'ADN, et certainement que cet ADN allait accuser Dany le Prince.
Seulement, ils ne savaient pas qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens techniques, lorsqu'il n'y avait pas le bulbe du cheveu, de déterminer quel était l'ADN. Bon, on nage en pleine série américaine, mais la Sarthe, c'est pas les experts. Et la juge n'y met pas beaucoup de bonne volonté. Donc à l'époque, on peut pas, il n'y a pas le bulbe, on ne peut pas faire l'ADN. Dans la main d'une des petites filles, il y a une mèche de cheveux qui semble appartenir à Dany aussi. Je sais pas, ça je sais pas. Je vois pas ce que vous voulez dire, c'est possible, Donc à l'époque, les gendarmes disent, il n'y a pas le bulbe, on ne peut pas faire l'ADN. Ouais, non, mais si vous voulez, quand on dit qu'il semble... Non, mais ça fait deux éléments qui font mise en scène, qui font un peu téléphone. Non, mais ça c'est votre idée. Si vous voulez, je ne vais pas commenter quelque chose que je ne connais pas, qui ne correspond à rien de ce à quoi... C'est pas mon idée, ça, je vous dis les arguments que j'entends. Bah oui, mais bon, je ne vais pas réagir sur des arguments qui, moi, ne me parlent pas. Et toc, c'est ce qu'on appelle une fin de non-recevoir. Alors Dany aurait-il accompli un meurtre parfait? Car hormis cette reconnaissance de dette, il n'a laissé aucune trace, aucune empreinte. Le pantalon qu'il portait la veille a été analysé. Rien. Souvenez-vous des grandes lessives de Martine. Elle va laver apparemment toutes ses affaires. Seulement, on va se rendre compte par la suite qu'elle n'a absolument pas lavé les affaires de son époux. Quand on va retrouver les vêtements de Dany le Prince, les enquêteurs croient, dans un premier temps, avoir la preuve de la culpabilité de Dany, parce qu'on relève sur ses vêtements des taches brunes. Et on va penser que c'est du sang. Après un examen au microscope électronique à balayage, on va se rendre compte que ce sont des traces de rouille. De la rouille provenant de la cuisinière qu'il a déménagée la veille chez ses amis Malherbe. C'est donc bien le pantalon que portait Dany le soir des meurtres. Comment a-t-il pu massacrer 4 personnes sans qu'on retrouve du sang sur ses vêtements? Bon, on vient de le voir, les témoignages sont, on va dire, moyens crédibles. Alors il y a bien la reconnaissance de dette, mais elle est un peu téléphonée. Ensuite, il y a la feuille de boucher, mais on n'est pas sûr que ce soit la bonne feuille de boucher. En revanche, on a une trace ADN et on a des empreintes de pas. Ce ne sont pas celles de Dany. Et bizarrement, on ne va pas enquêter là-dessus. On va laisser ça comme ça. L'analyse des empreintes de pas, des semelles de type Doc Martens, n'ont rien donné. En tout cas, c'est pas Dany qui en portait. Comment les enquêteurs ont pu laisser de côté un ADN inconnu? C'est la seule preuve scientifique de l'éventuelle présence d'une personne étrangère à la famille sur les lieux du crime. L'ancienne directrice de la police scientifique de Paris, notre Jill Grisson à nous, n'a pas de mots assez durs pour ces enquêteurs qui ne se posent pas toutes les questions. Il faudrait faire beaucoup d'investigations, faire beaucoup de prélèvements dans l'entourage, parce que finalement l'entourage, on l'a que très peu interrogé. On a focalisé sur une famille entière sans savoir s'il n'y avait pas autre chose. Et puis, on a retrouvé une plaie sur le corps de Christian dans son bras, provoquée par un objet plat, droit et piquant. Sa longueur est au moins égale à 12 cm et sa plus grande largeur est de 3,5 cm. Ce ne peut être qu'un couteau. Or, on n'a parlé que de feuilles de boucher. En mon âme et conscience, ils étaient au moins deux. D'abord, il n'y a pas qu'une seule arme, il y a une plaie dans le bras gauche qui n'a pas été analysée, qui a été faite par un autre instrument contondant que par la feuille de boucher, puisque c'est bien expliqué dans le dossier que c'est un élément pointu qui n'a rien à voir avec une feuille de boucher. Alors résumons, s'il y a 2 armes qui ont servi à tuer Christian, c'est peut-être qu'il y a 2 meurtriers. Et ça n'est pas ce que racontent Martine et Célia, mais bon, on n'est pas au bout de nos peines. Car même sur la chronologie des meurtres, il y a un doute quant à la version de Martine. Puisqu'elle prétend que lorsqu'elle voit son époux assassiner son frère Christian, elle se précipite dans la maison et que tout le reste de la famille a déjà subi et ils sont tous morts. Elle enjambe les cadavres. Le légiste va relever, lui, que normalement, Christian le Prince a été tué le premier et la famille après. Tous ces experts auxquels Roland Agrel, ex-taulard en révolte, a fait appel pour sa contre-enquête, n'ont pas eu de mal à démonter l'accusation. Mais maintenant, il faut apporter des éléments nouveaux au dossier. Par exemple, peut-on dire que ce couteau gravé Le Prince et retrouvé dans une carrière de la région quelques années après les meurtres est un élément nouveau? Assez récemment, il y a une personne qui se révèle, qui me téléphone et qui me dit en fait, il y a une histoire de couteau qui a été retrouvée en 99 dans une carrière par l'entreprise Divaré en travaux publics. Cette personne me donne le nom, l'adresse de M. Divaré, je l'appelle un homme charmant, qui me confirme, il me dit oui, effectivement, un de mes employés, alors qu'il travaillait dans la carrière avec une pelle mécanique, a déterré un couteau de boucher. La pointe était cassée, mais un gros couteau de boucher. Et le manche gravé Le Prince.
Avec mon employé, nous sommes allés à la gendarmerie du Mans pour le remettre. Ils l'ont remis, ils ont fait une déclaration, et les gendarmes leur ont dit, si jamais il y a un rebondissement, on vous appellera. Dans la série des rebondissements et de la recherche d'éléments nouveaux qui ont permis de rouvrir le dossier, que penser du témoignage d'un certain Laurent Rousseau? Il aurait effectué des travaux d'électricité au Black, dans le grenier de Christian, au moment du drame. Selon lui, Dany est innocent. Il s'est confié 15 jours après le procès à une dentiste du Mans, croyant, tenez-vous bien, faire le numéro de la gendarmerie. Sur ma ligne professionnelle, qui avait un chiffre de différence avec la ligne de la gendarmerie, et il m'arrivait fréquemment de recevoir des coups de fil de personnes qui se trompaient. Alors il me raconte que dans l'après-midi du drame, lui était employé par monsieur Christian le Prince, le monsieur décédé, pour monter des gaines dans le grenier. C'est donc par Laurent Rousseau, le travailleur au Black, qu'on va apprendre l'existence d'un grenier, accessible par cet escalier escamotable, qui n'a rien à voir avec les combles que Christian faisait aménager. Et voici donc le grenier révélé par Laurent Rousseau. Que dit-il ce soir-là? Depuis l'après-midi, il était ici dans le grenier pour faire des travaux d'électricité au noir. On constate qu'il y avait des travaux d'électricité effectivement d'effectués, puisque d'ailleurs même les combles derrière, tout était en travaux d'aménagement. Il dit que dans l'après-midi, il a entendu une dispute entre Brigitte et Martine, très violente, à propos d'argent. Bien plus tard, il a entendu des hurlements, des cris, puis ça s'est calmé, il a entendu des pas sur le gravier, il est vite descendu par l'escalier escamotable, il dit qu'il a vu le corps de Brigitte, mais que selon lui, elle n'était pas encore morte. Il est allé dans la chambre de Solène, il a récupéré des petits vêtements, il a pris la petite qu'il appelle la puce, j'ai récupéré la puce, il dit je l'ai montée avec moi dans le grenier et je l'ai gardée toute la nuit sur un matelas. Élément troublant, les gendarmes avaient constaté le lendemain des crimes que le garage était verrouillé de l'intérieur. Laurent Rousseau se serait-il enfermé dans le garage avant de remonter se cacher avec la petite? Il dit au petit matin, j'ai attendu les premiers bruits pour vite redescendre la petite après l'avoir changée. Je l'ai vite redescendue pour la mettre dans sa chambre. Il dit en effet, j'étais en indélicatesse avec les gendarmes, je travaillais au noir, il y avait un petit passé de délinquant, je ne sais pas, mais enfin, il souhaitait pas trop. Puis, quand même, dans une affaire aussi terrible, se trouver dans une maison où il y a tous ces cadavres, c'est certain que le gars n'était peut-être pas trop à l'aise. Une fois le ou les agresseurs partis, Laurent Rousseau serait sorti par un vasistas en longeant la gouttière avant de s'enfuir à travers la campagne. Elle est belle l'histoire de Laurent Rousseau et elle explique toute l'affaire. Seulement, Laurent Rousseau, personne ne le connaît à Torigné. Ni l'entourage de Christian, ni les ouvriers qui ont travaillé dans la maison. Lui-même est revenu, depuis, sur ce qu'il a pu raconter à la dentiste. Et a avoué qu'à l'époque, il avait un penchant pour la bouteille. Alors, doit-on se fier à un ancien alcoolique, un peu mythomane sur les bords? C'est à la justice de se prononcer sur ce cas, comme elle devra se prononcer sur un autre personnage. La contre-enquête de Roland Agret a en effet révélé que Martine avait sans doute un amant. Concernant Claude Bobet, et je ne dis pas qu'il est coupable, je dis simplement, parce que je ne suis qu'un rapporteur, il faut le savoir, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle André Lhermitte, un monsieur dont le témoignage est tout à fait incontestable, on ne peut pas contester cette personne, c'est quelqu'un de rugueux, de rigoureux, qui, un mois avant les fêtes, va dans une grange pour chercher un outil, et il tombe sur Martine et Claude Bobet en train en plein débat amoureux. Ouais, ça à l'époque la justice ne le savait pas. Le présumé amant, il s'en serait bien passé d'ailleurs de tout ce remue-ménage. C'est pour faire taire les mauvaises langues qu'il a accepté de me parler. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été dit sur mon sujet, certaines personnes de la commune ont dit que j'étais l'amant de Martine Le Prince, c'est complètement faux. Je peux le jurer sur la tête de mes petits-enfants. C'est faux, archi faux. Ça a été dit par certaines personnes à Torigné-sur-Lieu et d'une petite commune à côté de Torigné aussi. Ça jase, quoi, les gens racontent. Voilà, tout à fait. Mais on dit souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a jamais eu même une aventure, même... Jamais, jamais. Il y a eu une aventure, même qu'une seule fois. Parce que c'est une belle femme. Moi, personnellement, elle est très gentille. Mais s'il y avait une aventure, même qu'une seule fois, déjà en 1994, je l'aurais déjà dit.
Je l'aurais déjà dit à la police à l'époque. Ouais. J'aurais pas laissé ça comme ça. Bah oui. Mais vous plaisez en même temps. Ben, je sais pas. Il doit y avoir quelque chose. C'est vos yeux. Je sais pas. Et pourtant, il y a un monsieur qui est mort maintenant, qui s'appelle André Lhermitte. Il dit qu'il vous a vu avec Martine. Monsieur Lhermitte, je sais pas comment il peut m'avoir vu alors que j'étais à la maison. Alors qui croire? Ce témoin, André Lhermitte, qu'il a pourtant certifié devant l'huissier, après s'être confié à sa fille, à son gendre, Patrick Rouillon. Mon beau-père a été chercher le petit travail pour... et c'est là qu'il a surpris Martine avec Claude Bobet, son amant, quoi. Une de ses ex-petites amies lui a même tiré le portrait et ça va pas l'aider. Catherine Menant me dit en substance, Claude Bobet m'interdisait de parler de l'affaire de Torigny-sur-Du dès l'instant où ça a commencé à en parler dans la presse. C'était une personne extrêmement violente. Elle dit, j'ai la certitude qu'il s'affiche avec moi au moment des fêtes pour dissimuler sa liaison avec Martine Leprince. Agrès, fin limier et Zorro autodésigné de l'affaire ne peut s'empêcher de faire le rapprochement évidemment avec l'ADN, resté inconnu sur les lieux du crime. Si bien que l'amant présumé de Martine, Claude, s'est retrouvé convoqué en mai 2007 à Paris par un magistrat de la Cour de cassation. La justice prend donc cette nouvelle piste de l'amant présumé au sérieux. Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé? Ils m'ont demandé si j'étais bien l'amant de Madame Leprince. Donc vous leur avez dit non? Jamais. Jamais. Et vous leur avez même proposé des tests ADN? J'ai demandé, en janvier de cette année déjà, j'avais été à la gendarmerie, quand un certain journal avait mis des mensonges, les mensonges que ces personnes ont racontés d'ailleurs. J'avais été à la gendarmerie de Connerré et j'ai demandé à ce qu'il me soit fait des tests d'ADN le plus tôt possible. Et ainsi d'être réentendu par les enquêteurs, si besoin était. Je suis prêt à payer les tests d'ADN, je suis prêt à les régler. Et au mois de mai, j'ai redemandé. Et j'ai toujours rien. Ah, ils n'ont pas donné suite? Non, mais je suis prêt. Je reçois un courrier demain, un coup de téléphone, je pars demain faire les tests, il n'y a pas de souci. Ok, alors nous lui avons proposé de financer ces tests. Direction la Belgique, dans un laboratoire spécialisé. Puisque nous avons dans le dossier l'ADN inconnu retrouvé sur les lieux du crime, nous pourrons les comparer et vérifier si, comme il nous l'affirme, M. Bobet n'a rien à voir avec l'affaire. Sauf qu'au dernier moment, il a refusé notre proposition, préférant s'en remettre à la justice. Amant ou pas amant, ADN ou pas ADN, en tout cas, on l'aura compris, des failles dans l'affaire Leprince, ça ne manque pas. Alors Denis Leprince va se battre. Sur la base du travail d'investigation de Roland Agrès, les avocats de la défense vont demander la révision du procès. Des années à combattre, des années à ne pas perdre espoir. Un combat que Dany ne va plus mener en solitaire. En prison, il a rencontré Béatrice, sa nouvelle compagne, une quinquagénaire, chirurgien anesthésiste à Marmande. C'est en regardant la télévision que Béatrice va découvrir Dany et tomber littéralement follement amoureuse de son héros martyr. Elle lui écrit, il lui répond et ils se marient le 11 février 2008 à la prison de Poissy. L'affaire Leprince ou les feux de l'amour derrière les barreaux. Premier miracle de l'amour. Le 8 juillet 2010, après 16 années de détention, Dany Leprince sort de la prison de Poissy sur une décision préliminaire de la commission de révision. La commission a confirmé qu'il existait de nombreuses failles dans l'enquête. C'est la victoire du travail de fourmi du comité de soutien de Dany, un comité piloté par la vaillante et amoureuse Béatrice. Avec cette sortie de prison, c'est enfin l'heure de goûter aux joies de l'amour en liberté. Enfin, nos premiers jours ensemble, ça a changé des fameux UVF, c'est les unités de vie familiale qu'il y avait à Poissy, où on pouvait vivre 48 à 72 heures, mais une fois par trimestre. Là, c'était tous les jours, donc tous les jours, de vrai bonheur. Un bonheur de courte durée. 9 mois après la sortie de prison de Dany Leprince, la commission de révision doit statuer et décider d'un nouveau procès. Si la cause semble entendue, tant les errements de l'enquête furent nombreux, beaucoup de parties prenantes du dossier doutent. C'est connu, la justice n'aime pas se remettre en cause. Le 6 avril 2011, c'est un véritable coup de massue qui attend le couple Leprince. J'étais à côté de lui, c'était saisissant, quoi. Saisissant de rapidité, de cruauté, quoi. C'était un choc terrible, mais pour nous tous. Pour lui, bien sûr, à titre principal,
mais pour tous ceux qui étaient autour de lui, parce qu'on s'attendait à tout, sauf au rejet de la requête en révision. Rejet de la requête en révision qui impliquait qu'on lui passe immédiatement les menottes pour le renvoyer immédiatement en détention. Il est arrivé libre au palais de justice pour entendre la décision. Il en est ressorti menotté dans des conditions qui sont d'une dureté et d'une cruauté absolument effroyable. Il a crié « Je suis innocent », mais... Une innocence que Nicolas Sarkozy, à son tour, n'entendra pas. La grâce demandée en 2008 par les défenseurs de Dany Le Prince sera refusée le 5 octobre 2011 par le président de la République. Dany Le Prince reste en prison. Tandis que ses deux avocats, Maître Baudelot et Maître Bredin, enragent. Pour eux, tout était là pour déclencher un nouveau procès et le faire sortir en homme libre. Dans le dossier, il y avait de quoi faire sauter l'accusation, notamment une bien étonnante déclaration. Martine Le Prince, l'épouse de l'époque de Dany Le Prince, a été entendue dans le cadre de la procédure de révision par des psychologues, avec son accord. Et devant ces psychologues, elle a dit « Je me demande si je n'ai pas tué, et je m'en veux d'avoir mis en cause mon mari. » Et à demi-mot, la fidèle Béatrice confirme les soupçons. Il y a une présomption d'innocence, donc on ne peut pas citer nommément la personne, mais c'est en filigrane dans tout le dossier. Quelqu'un de très proche de lui. Quelqu'un de très proche de lui, qui était très proche de lui. Que peut faire maintenant Dany Le Prince? Pas grand-chose en fait. Laisser agir Béatrice et ses avocats. Ces derniers, maître Yves Baudelot et Jean-Denis Bredin, en appellent désormais à la Cour européenne des droits de l'homme. Ils espèrent obtenir ainsi une réduction de peine. Béatrice, elle, au lendemain du rejet de la grâce, déclarait « C'est à nous de trouver les éléments nouveaux pour saisir une deuxième fois la commission de révision. Et croyez-moi, on va s'y acharner. » On peut lui faire confiance. Donc, si on veut résumer, dans sa cellule de Melun, Dany Le Prince ne peut plus compter que sur les éventuels remords d'une première femme ou sur l'acharnement de la seconde. Un bien triste vaudeville, en quelque sorte. Et je dis ça, mais j'ai pas envie de rire, parce que c'est la liberté d'un homme qui est en jeu. Bonsoir.